facture pour le moins salée. Les ménages français ont dépensé en moyenne 3 200 € au cours de l'année 2012 pour s'éclairer, se chauffer ou encore se déplacer en voiture. Une consommation d'énergie qui explose et coûte 200 € de plus que l'année précédente. Une mise à mal du portefeuille des Français qui s'explique par un hiver qui a joué les prolongations et donc pesé sur les factures de chauffage et une envolée des prix de l'énergie. Au total, les Français ont consacré 91 milliards d'euros à leurs dépenses en énergie, soit 8% du budget global, selon le ministère de l'Énergie et du Développement durable. Une tendance qui devrait se poursuivre au cours des prochaines années, puisque le gouvernement a annoncé une nouvelle hausse de 5% des tarifs réglementés de l'électricité en 2014, une mesure qui vise à compenser les coûts croissants d'EDF. L'image est aussi belle qu'elle est éphémère. Depuis quelques jours, la Provence s'est teintée de ce mauve si particulier. La lavande est arrivée à maturation, la récolte peut commencer. Dans cette exploitation, les machines sont à l'œuvre depuis le début de la semaine. Comme partout, la récolte a plusieurs jours de retard. On voit que la lavande est bonne parce qu'il y a beaucoup de fleurs sèches sur la plante. Cette année, avec les intempéries qu'il y a eu, beaucoup de pluie et le gel qu'il y a eu aussi, ça a retardé énormément la récolte. Vient ensuite le temps de la distillation. Sous l'œil attentif du chef de l'exploitation, la lavande est entreposée dans cette grande cuve de métal. La vapeur d'eau entre alors en scène. Le processus de la distillation à vapeur d'eau, c'est de faire passer de la vapeur d'eau à travers la plante. La vapeur éclate la glande qui contient l'huile essentielle et donc après extrait cette huile essentielle de la plante. Après donc on sépare l'huile de l'eau. Dernière étape, la récupération de cette huile. Le produit concentre le meilleur de la plante. Pour remplir une bouteille, il faut plusieurs dizaines de kilos de lavande. Avec une bouteille comme ça, c'est un peu, moi je dirais, une consommation familiale sur 10 ans. C'est cette huile essentielle que l'on retrouve ensuite dans de nombreux produits, du savon à l'eau pour le linge. Qu'est-ce que ça évoque alors? Le bleu du ciel, le soleil, les cigales. Les vacances? Les vacances, bien sûr, ouais. C'est très, très reposant. Une manière de rapporter chez soi un peu de Provence, une fois l'été terminé. À petite vitesse, ce car sillonne l'Alsace avec à son bord des passagers très concentrés. Élu, responsable d'office du tourisme ou horticulteur, il découvre et note les derniers aménagements. À votre droite, vous avez une petite placette, si on peut s'arrêter juste 30 secondes. Lorsque le jury des villes et villages fleuris fait sa tournée, pour les maires candidats à l'obtention d'une première, deuxième ou troisième fleur, c'est comme un grand oral. Oui, c'est un examen qu'on a déjà réussi à 2 reprises. J'espère qu'on le réussira une nouvelle fois encore. Car une fleur supplémentaire, c'est comme une étoile de plus pour un hôtel ou un restaurant, l'assurance de recevoir davantage de visiteurs. Les communes candidates sont notées selon des critères très variés. Les critères, c'est d'abord, on regarde au niveau esthétique, des couleurs qui vont ensemble, et puis après ça devient plus technique. On connaît les plantes, on sait aussi celles qui sont résistantes ou pas, ou celles qui sont aussi adaptées. Et bon, c'est ça aussi qui est important, hein, parce que ça sert à rien de vouloir mettre quelque chose parce que le village à côté en a. Cette année en Alsace, il y a 59 candidatures, 59 communes à visiter, un marathon de 4 jours qui va laisser des traces. On en voit la nuit, hein, je vais vous dire, quand on ferme les yeux, on voit des fleurs. Mais ceci dit, non, c'est vraiment un réel plaisir. Les touristes, évidemment, viennent aussi pour le fleurissement. Avant de rendre leur verdict vendredi soir, ils vont parcourir près de 3000 km. Si le géranium reste le roi des balcons, associé depuis toujours au traditionnel colombage, les arrangements s'enrichissent régulièrement de nouvelles variétés. En 50 ans d'histoire, le label Villes et Villages Fleuris récompense désormais près d'une commune française sur 3. À la sortie du village, l'imposante bâtisse est devenue un lieu incontournable pour dormir ou se restaurer. Une institution, car ici 4 générations se sont succédées. Tout a commencé avec le couple qui lança l'affaire il y a plus d'un siècle. Voilà mon grand-père et ma grand-mère. C'est vrai qu'elle était très fière. Oui, mais en plus, elle était, on la connaissait bien parce qu'elle était d'un accueil extraordinaire. Hein. Un accueil convivial que les parents de Marie-Laure, elle-même, et sa fille aujourd'hui, ont tenté de préserver. Autour de photos d'époque,
Les anecdotes ne manquent pas, mais lorsqu'arrive midi juste avant le début du service, c'est bien le présent qui rattrape les descendantes. C'est toujours speed chez nous. On prend 5 minutes, on mange si on peut, sinon on se lève, on installe les gens et on continue, et voilà. 5 minutes, pas plus. Non, 5 minutes, pas plus. C'est pas possible. Pendant que David, l'époux de Karine, prépare les spécialités maison, Et toi, mon petit? Marie-Laure et sa fille accueillent les clients. Parmi eux, des habitués. L'histoire de l'hôtel-restaurant, c'est un peu celle des brasseries parisiennes tenues par les Auvergnats. On n'est pas loin ici du terreau du Bougnin, quoi. Ils montaient s'installer en famille, développer des affaires autour de la restauration. C'est cette même logique qui s'implante. Ils ont eu la chance, eux, de pouvoir développer ça tout en restant bien campés sur leurs racines. Ouvert 7 jours sur 7, l'hôtel-restaurant fonctionne d'ailleurs comme une pension de famille à l'ancienne, avec 12 chambres, dont celle-ci où naquit Marie-Laure. Pour moi, c'est une chambre très importante. Et quand j'ai des gens importants qui viennent, j'aime les mettre ici. Donc j'ai reçu Monsieur le Président Chirac, à l'époque où il était ministre, et voilà, il a dormi dans cette chambre. Un cadre et une histoire qui font la richesse de ce lieu, auquel s'ajoute parfois le sourire et la bonne humeur. Voici la salle de la mer de Sagesse, une des structures les plus symboliques du palais d'été. Elle a été construite il y a plus de 200 ans par l'empereur Qianlong et est décorée de plus d'1 millier de statues bouddhistes. Mais un regard plus appuyé révèle que quelque chose manque. Où sont donc passées les têtes des Bouddhas ? La plupart des statues ont été endommagées pendant l'invasion de l'Alliance des 8 Nations il y a une centaine d'années de cela. Ce ne sont pas des actes récents de vandalisme. 2 initiatives de restauration ont été lancées en 1982 et 2006. Plus de 800 statues ont été réparées, avec plus ou moins de bonheur. Nous avons réparé la plupart des têtes, mais comme les nouveaux matériaux et les anciennes réagissent différemment aux éléments, certaines des têtes sont tombées. Les rumeurs Internet ont donc trouvé une explication logique. Pour beaucoup, cette controverse est une bonne chose, car elle a sensibilisé la population à la protection d'un des sites historiques les plus précieux de Chine. C'est au milieu de ces 250 bêtes qu'Antoine a trouvé son bonheur. Depuis 1 an et demi, il gère l'exploitation que son père a lancée il y a 25 ans. Allez, filles ! 250 hectares, aujourd'hui réservés à des vaches limousines élevées en bio. Chaque jour, Antoine vient s'assurer qu'elles vont bien. Je crois qu'il n'y a pas de secret, il suffit de travailler à l'ancienne, comme travailler nos grands-parents, laisser faire la nature. Après, l'essentiel est qu'elles vivent dans un environnement naturel. Il faut qu'on intervienne le moins possible. Comme beaucoup d'agriculteurs, Antoine fait tout sur son domaine. Il répare les barrières, fait les foins ou gère le matériel agricole. Après avoir étudié l'électronique il y a quelques années, c'est cette diversité de métiers qui l'a séduit. Ça représente une certaine liberté déjà, et voilà, de respirer l'air pur tous les jours, de pas avoir quelqu'un sur le dos, et c'est ne pas avoir de travaux fixes, ne jamais savoir une semaine à l'avance ce qu'on va faire. Pour diversifier son activité, il a fait construire ce laboratoire. Il y travaille avec son père et un boucher professionnel qui découpe la viande. L'objectif, tout gérer de la production à la livraison aux clients. Les finitions, le détail, et d'avoir l'amour de faire quelque chose du mieux qu'on peut, vraiment de A à Z. Je vais laisser le flambeau, petit à petit. Il y a la graine d'agriculteur, il y a le pied mère qui va tout doucement lâcher prise. Voilà. Les consommateurs ont besoin d'être rassurés, dit-il. L'élevage, c'est donc un métier d'avenir qu'Antoine aime défendre. On peut être heureux en étant agriculteur, et c'est plus le métier d'avant qui nous bloquait la vie. Enfin, ça serait bien que d'autres jeunes aient envie de se relancer là-dedans. À 22 ans, Antoine a forcément des projets plein la tête. Pourquoi pas passer un diplôme de boucherie, se tourner vers la restauration collective et même agrandir encore son cher troupeau de... Les vacanciers n'ont pas eu à chercher bien loin pour se trouver quelques mètres carrés de sable.
Et pourtant, nous sommes bien sur une plage de la Méditerranée. Au 31 juillet, les professionnels du tourisme dressent un bilan mitigé. Moins de Français partout en vacances cet été, 62% contre 70% en 2012. Les séjours aussi sont plus courts. Conséquence pour le secteur hôtelier, une baisse de 10% de la fréquentation et même jusqu'à 30% pour les zones éloignées du littoral. Même son de cloche pour les campings. Une baisse de 8% est constatée dans les réservations, dans un secteur pourtant réputé plus économique. Pour expliquer cette tendance, les professionnels avancent le manque de moyens, mais aussi la mauvaise météo. Pas question de gâcher ses vacances si le soleil n'est pas au rendez-vous. Et en période de crise, chaque euro dépensé doit être rentabilisé. Du coup, les Français réservent en majorité en dernière minute. 70% l'ont fait pour le mois de juillet, d'après le cabinet ProTourisme. C'est d'ailleurs cette tendance qui redonne le sourire aux professionnels. Le mois d'août devrait être meilleur, mais il reste réaliste. 2013 ne sera pas une bonne année sur l'ensemble du territoire. Est-ce que vous voulez voir les chèvres en ce moment, aujourd'hui? Bah oui, pourquoi pas. Ici, la seule animation, c'est la visite de la bergerie à 2 pas, juste à la sortie du camping. Et donc on les sort plus de 200 jours par an, 210 jours. Des vacanciers ou des biquettes, on ne sait lesquels sont les plus curieux. On aime beaucoup, nous on fait du camping à la ferme tous les ans parce que avec les enfants c'est bien, ça permet de voir des animaux et puis il y a une ambiance familiale. Peut-être parce que le nombre d'emplacements est limité à 20. C'est le plaisir d'être en pleine nature qui pousse cette famille à toujours choisir un camping à la ferme. En général, ça répond à nos attentes de calme, d'espace. Marie-Claude et sa fille apprécient, elles, de goûter aux produits de la ferme. Hier soir, on a demandé si c'était possible et on leur a laissé une gourde et on nous a donné du lait frais de la traite de ce matin. Si Patrick Roux peut continuer à vivre de son exploitation, c'est grâce au camping. Sans ce revenu, la ferme serait en déficit. Principalement, c'est pour payer des charges. Ça permet de payer un camion remorque de foin. Donc du coup, ça permet d'équilibrer les comptes. Et lorsque les 70 chèvres font leur sortie quotidienne, les petits vacanciers s'improvisent bergers en herbe et ils ont leur technique pour tenter de les apprivoiser. On n'avait jamais vu d'aussi près, jamais réussi à en caresser à part là. C'est marrant d'essayer de les approcher sans qu'elles partent. Pour ces petits bergers, il est temps maintenant de profiter du cadre et de s'offrir un peu de fraîcheur. Ils reviennent d'une semaine de cabotage sur la côte espagnole. Ce matin, ils se sont réveillés face au village de Collioure. Un spectacle à couper le souffle. C'est une de nos plus belles destinations au réveil. C'est calme et aussi bien la mer que l'arrière-pays sont magnifiques. Le plus beau, c'est le soir et le matin au lever du soleil. Collioure s'admire d'abord de l'extérieur. Petit village à flanc de montagne, bordé des falaises de la côte Vermeille. C'est à pied qu'on l'apprécie. Le contraste mer-montagne, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Les couleurs sont magnifiques, le matin, le soir, suivant comment on les voit. Une palette de couleurs et des reflets de lumière sur les façades. Le temps semble s'arrêter. Pourtant, à l'ombre des platanes, l'agitation du marché attire les vacanciers qui goûtent aux saveurs locales. Là, on a un goût avec la bruyère là, qui est très original. On était là l'année dernière, on est revenu. Parce que c'est joli, il y a le soleil, il y a la mer bleue, enfin, le ciel bleu, les gens sont gentils. Henri est apiculteur. Il sillonne la région pour vendre son miel. Ce village, c'est sa fierté. C'est un site incontournable. On ne vient pas en pays catalan sans faire une escale sur Collioure. C'est la référence de notre département. Incontournable également à Collioure, les anchois, une industrie qui a nourri de nombreuses familles de ce petit port. Ça, c'est un vieux plat des grands-mères de Collioure, qu'on marie habituellement le dimanche. C'est un truc tout simple, mais plein de parfums, c'est toute la Méditerranée dans une petite assiette. Juste devant les remparts, la plage, très appréciée pour se rafraîchir après une visite de Collioure. Daddy,
La formule de Strobosketch est simple. Une ligne, un punch, et en 1 minute, il y a 10 gags. Strobosketch.tv existe sur le web depuis 2 ans. L'identité des auteurs était jusqu'à aujourd'hui demeurée secrète. C'est un trio qui se cache derrière le nom de Snip Snip Wilson. Thierry, Marc-Olivier et François sont tous issus du milieu de la télévision. On travaille tous sur des shows quand même populaires, puis on voulait pousser notre humour un peu plus absurde et que la télé ne permet pas toujours de faire. On avait d'autres projets de web-séries, mais on nous refusait tout le temps ça parce qu'on nous disait ça prend des vedettes, puis tout ça. On s'est dit on va faire tout le contraire, puis on va pas mettre nos faces, juste mettre des mains, on va mettre des petits yeux à des légumes. Pardon, c'est les autres. Bonne journée. L'humour absurde de Strobosketch a été suivi par plus de 200 000 personnes lors de la première saison, principalement au Québec. On a quelques fans en Europe, on a des fans au Japon, étonnamment. Sur Twitter, on a souvent des commentaires en japonais. Strobosketch est une usine à idées qui se voit durer longtemps. Claude Deschênes, Radio-Canada, Montréal. De 0 à 1 héros. C'est un rêve pour beaucoup. En Chine, des concours de chanteurs amateurs sont organisés sur les chaînes télévisées, ce qui offre la possibilité pour certains de sortir du lot et de devenir de véritables stars. Cet été toutefois, il semble qu'il y en ait de trop. La semaine dernière, le régulateur de la publication d'État a annoncé de nouvelles restrictions pour limiter le nombre de programmes diffusant des concours amateurs à la télévision. Les chaînes du satellite doivent arrêter d'investir dans de nouveaux concours et diffuser les spectacles actuellement en cours. Il faut aussi éviter les images publiques éblouissantes, l'extravagance et le sensationnel et encourager plutôt l'originalité et la créativité dans les concours. Il y a une discussion très animée sur Weibo, la version chinoise de Twitter. Pour ceux qui ont suivi leur vedette favorite dans les spectacles, la nouvelle règle s'apparente sans aucun doute à du vent. Les restrictions privent actuellement les choix des téléspectateurs. Une intervention, si elle est nécessaire, devra être faite par le marché de télévision lui-même, la main invisible. Et le régulateur du pays devra la suivre. Mais de l'autre côté, certains ont salué ces nouvelles règles. Ils disent qu'il s'agit d'une compétition de chant, mais les histoires soi-disant touchantes ont pris la majorité du spectacle. Je ne pense pas que les spectateurs s'y laissent prendre à nouveau. C'est une mauvaise influence pour les jeunes. Toute la société court après la renommée. Et puis, des stars créées par des compétitions échappent souvent très vite à l'attention du public. Jin Guishang a participé au concours du X-Factor chinois et a gagné parmi les 12 derniers participants. Il est reconnaissant envers le programme, mais trouve que les choses ont besoin de changement. Ma marraine dans ce spectacle était Zhang Ziyi. Elle m'a vraiment beaucoup aidé dans ma carrière musicale. Mais je suis inquiet du brusque engouement des spectacles de chant en Chine. D'après mon expérience, il vaut mieux classer des programmes pourvu que tous les chanteurs puissent trouver des scènes qui leur conviennent le mieux. Comme si tu es un ouvrier migrant qui aime vraiment chanter, ce serait une scène parfaite pour toi. Mais il n'est pas nécessaire d'envelopper tous les chanteurs dans les histoires sentimentales. La plupart des concours d'amateurs est importé des programmes étrangers tels que The Voice et American Idol, dont presque tous les concurrents sont conçus avec des histoires sensationnelles afin d'attirer le public. Comme les émissions de rencontres ont commencé à déferler sur la Chine il y a des années, l'industrie est désespérée de trouver le prochain succès. Maintenant, les programmes à succès de chant comme The Voice of China ont essayé de mettre plus d'éléments de conscience sociale, alors que d'autres animateurs ont changé leur mise au point à d'autres types de programmes tels que les concours de quiz. Étant donné que les régulations n'ont pas mentionné les concours de chant sur Internet, les